Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai posté il y a quelques jours un sondage sur tous mes réseaux sociaux en demandant à mes abonnés et à ma communauté de me poser des questions. Un Ask Me Anything, que ce soit personnel, professionnel, sur le monde de la crypto ou sur un domaine ciblé. Et c'est pour ça que, à ma grande surprise, les gens m'ont posé plein de questions, comme par exemple, combien est-ce que je gagnais? Est-ce que je suis millionnaire? Quel est mon plus gros gain? Quelle est ma plus grosse perte? Ah, ça change au moins, c'est un peu différent. Mais aussi, qu'est-ce que je pense du marché à l'heure actuelle? Est-ce qu'il va sûrement remonter? Des vraies questions sur le business et des choses qui peuvent être intéressantes, des questions personnelles également. Est-ce que je recrute des stagiaires ou dans différentes structures? Bref, pas mal de questions qui peuvent amener à des réflexions qui sont un peu plus ouvertes sur le marché de la crypto-monnaie et des fois qui me concernent un petit peu plus, mais qui concernent aussi la chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je vais essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Alors, il y a eu plusieurs centaines de questions dans le sondage. Pour le coup, Dimitri, qui a bossé avec moi, il a essayé de raccourcir et de prendre vraiment l'essentiel, donc une quarantaine de questions. Et dans cette quarantaine de questions, je ne peux pas toutes les traiter en une vidéo, évidemment. C'est pour ça que je suis désolé si je ne réponds pas à votre question, mais pour le coup, j'ai dû aller droit au but et j'ai dû faire quelques sélections, évidemment. Comment s'est déroulé ton apprentissage des crypto-monnaies? À quel moment as-tu su que tu entreprendrais dans ce domaine? En fait, c'est vraiment le moment où j'ai creusé sur la blockchain. Quand je me suis intéressé au Bitcoin, c'était intéressant, mais c'était la spéculation qui me plaisait vraiment. C'est quand j'ai compris la technologie de la blockchain et en fait, c'est un petit peu quand j'ai eu la première fois que j'ai eu le sentiment de FOMO en fait. Quand j'ai compris qu'en fait, la technologie de la blockchain, c'était quelque chose de plus large. Et quand j'ai eu la certitude que c'était pas juste une mode, à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment compris que je voulais développer cet environnement. Et à l'époque, je savais pas que je voulais entreprendre dedans, mais au moins passer du temps et développer certaines choses. Après de là, à savoir à l'époque que je voulais monter des entreprises et développer cet écosystème à ce point-là, je pouvais pas le savoir. Comment as-tu découvert le monde de la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'était il y a assez longtemps. Je pense que ça devait être vers 2015, peut-être un peu avant, un peu après, mais c'était vraiment pendant la spéculation, je vais dire les premiers pumps, un petit peu après que le Bitcoin ait touché les 1200 $ pour la première fois, je dirais peut-être un an après ou un an et demi après. Par contre, la technologie de la blockchain, je me suis vraiment plongé dedans quand j'étais en stage dans la boîte Vivoca, la boîte de mon frère. William, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci. Et c'est là que j'ai commencé à lire quelques articles et que j'ai compris vraiment la profondeur de la blockchain en fait. Qu'est-ce qui t'a permis de changer depuis que tu es dans le monde de la crypto-monnaie? Depuis 2015, tu as évolué personnellement, point d'interrogation. Tu as découvert des choses en toi. Merci pour ton travail. Déjà, merci beaucoup. D'ailleurs, vous êtes énormément à m'avoir dit merci. C'est un petit peu grâce à vous que je continue à faire des sujets quand même, puisque si j'avais pas autant d'audience et pas autant d'intérêt, je ne ferais sûrement plus de contenu, du moins pas autant et pas aussi souvent. Donc, merci à vous. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire maintenant, parce qu'il y a quand même 40% de mes auditeurs qui ne sont pas abonnés. C'était la minute publicité. Je réponds à la question. Qu'est-ce qui m'a permis de changer? Principalement, ça m'a fait accélérer. En fait, c'est la responsabilité, je pense. Que ce soit avec les sociétés, principalement l'entrepreneuriat, mais les responsabilités qu'on attendait de moi. Quand je fais un contenu sponsor, je dois présenter un contenu intéressant, pertinent, avec une vraie plus-value pour ma communauté. Sinon, ça plaît pas. Et à l'inverse, il y a quand même un sponsoring derrière, donc ça doit plaire au projet. C'est un seul exemple de toutes les notions compliquées que j'ai dû apprendre à gérer. Après, il y a la gestion humaine, car c'est quand même le plus complexe dans toutes les boîtes où on est. C'est vraiment gérer les uns, les autres, comment faire pour que tout le monde travaille à fond, comment faire pour vraiment avancer. Et j'ai dû acquérir de la maturité pour la simple raison que si je devenais pas beaucoup plus mature et si je devenais pas beaucoup plus scalable, ne serait-ce que dans la pression que je pouvais supporter et dans le travail que je pouvais fournir, j'aurais pas pu suivre en fait. Surtout qu'on est dans la blockchain, c'est quelque chose qui se développe très très vite. Donc la moindre des choses, c'était que nous-mêmes, on avance très très vite. Donc c'est vraiment ça qui m'a permis d'évoluer. Mais je pense que quel que soit le domaine, même si la blockchain, ça va particulièrement vite, si j'avais été dans un autre domaine où j'avais été obligé de progresser aussi rapidement, si je voulais rester à niveau, je pense que j'aurais progressé de la même façon, même si je ne me serais jamais autant épanoui que dans cette technologie. Je pense. Quel est ton patrimoine total actuellement investi en crypto-monnaie au cours de ce jour? Quelle est la quantité de crypto-monnaie que tu conserves aujourd'hui? Combien d'argent est-ce que tu as mis dans la crypto-monnaie? Quel pourcentage recommandes-tu aux gens d'investir? Quelle est ta plus grosse perte? Alors je sais qu'on est en France, d'accord? Aux États-Unis, ces questions sont naturelles. Les gens répondent au tac au tac. En France, on ne peut pas. Je suis désolé de vous le dire. D'ailleurs, c'est drôle. On voit beaucoup de youtubeurs qui disent qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que gagne vraiment ce youtubeur. Et il y a des polémiques autour de ça. En France, sachez déjà pourquoi il y a autant de polémiques. C'est parce qu'on ne peut pas. Les gens jugent, les gens parlent, les gens
émettent un avis. Et en France, les gens ont globalement, hein, encore une fois, je parle de la moyenne et de ce que j'ai vu en voyageant un petit peu, les gens ont un très mauvais rapport à l'argent. Donc c'est quelque chose, d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, j'ai toujours été un petit peu vague pour ça. Je vais répondre plus globalement, je gagne bien ma vie, en tout cas suffisamment, j'ai pu m'acheter un bel appartement, je me suis acheté une belle voiture, et ensuite 90% de ce que je gagne, je le réinvestis systématiquement. Tout ce qui arrive dans ma poche, enfin en fait je le laisse même pas arriver jusqu'à ma poche parce que sinon je me fais imposer. Alors quoi qu'il arrive, même quand ça arrive dans les sociétés, on se fait imposer à l'IS, d'accord? Mais il faut comprendre qu'en France, le réinvestissement n'est pas taxé. Si vous avez une société qui fait un gros coup et que vous passez ces fonds-là dans la même société ou dans une autre pour réinvestir, vous n'allez pas payer. Parce que vous allez en gros redépenser cet argent ou vous allez optimiser votre fiscalité. Si vous voulez que cet argent vous arrive dans la poche, à partir du moment où ça a été un revenu, vous allez vous faire tuer, particulièrement en France, même si sur l'impôt sur le revenu, c'est pas le pire des impôts. Mais il y a une autre question qui traite encore plus le sujet, mais globalement, voilà. Aujourd'hui, ce que je conseille pour un particulier qui ne passe pas sa journée, comme moi et comme beaucoup d'entre vous, dans les crypto-monnaies, je conseille aux gens de mettre un petit 10% de leur épargne, de ce qu'ils ont mis de côté dans la crypto-monnaie. Car pour moi, 10%, c'est ce qu'on peut se permettre de vraiment risquer. Parce qu'il faut avoir conscience que c'est un gros risque quand on le met dans la crypto-monnaie. Après, en dézoomant un petit peu, les gens qui veulent vraiment investir dedans mais qui n'ont pas de notion, ce que je leur conseille, c'est un DCA. C'est vraiment de mettre 10, 50, 100 euros par mois, donc des montants en fonction de ce que vous gagnez, un montant, $1 si vous le perdez, dans la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je pense vraiment que mettre 10 ou 20 euros sur un wallet pour votre petit-neveu quand il aura le bac et quand il aura ses 18 ans, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant et intelligent que de lui donner 20 euros de côté pour qu'il puisse le mettre quelque part pour avoir un petit peu d'argent dans 10 ou 15 ans. Je pense vraiment que c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est drôle, mais mon père, lui, se constitue une épargne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il met tous les mois une petite centaine d'euros de côté sur le Bitcoin, car pour lui, il croit en la technologie. Il n'a pas assez de temps pour s'intéresser et suivre toutes les cryptos. Donc, il a ciblé 2-3 grosses crypto-monnaies qu'il aimait bien et il accumule de côté et il verra dans 10 ans ce que ça porte. Je pense que c'est le raisonnement le plus mature à effectuer quand on veut investir. Après, il y a une question plus loin. Es-tu millionnaire? On y vient. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier au sein de la crypto-communauté? Un truc qui t'a vraiment marqué et quand tu y penses, tu te dis « Ah punaise, ce jour-là, je ne me suis vraiment pas levé pour rien ». Déjà, en fait, je pense que c'est en général ce qui s'est passé. Je pense que c'est la totalité. Alors, j'ai deux grosses fiertés. La première, c'est d'avoir amené autant de gens dans cette technologie. D'ailleurs, la petite anecdote que je raconte souvent, c'est ça m'arrive d'aller négocier contre des gros projets, des vrais gros mecs de la blockchain, des mecs qui sont dans les 5-6 plus grosses entreprises blockchain que vous connaissez, que j'arrive pas à négocier ou qu'au contraire, ça se passe bien et qu'à la fin de ce rendez-vous, les mecs, les C-level en face de moi, donc des mecs vraiment très costauds, des mecs qui sont pas dans la même gamme que moi, qui sont vraiment au-dessus, qu'il y a un mec qui vient de me voir en mode « Oh merci, j'ai commencé la blockchain grâce à tes vidéos ». Alors que le mec, il est clairement au-dessus. Complètement. Donc ça me fait plaisir car je me suis rendu compte que j'ai pu enclencher un truc qui n'est pas à ma portée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mes abonnés qui sont aujourd'hui, qui ont changé de vie, qui sont dans la blockchain, des gens qui ont radicalement changé leur façon de faire, leur façon de voir le monde et de travailler, et même des gens qui sont mais carrément dans une autre sphère que moi, même pas à la même échelle. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être le seul endroit dans ma vie où je peux, par en gros mes modestes moyens, engendrer quelque chose de beaucoup plus gros. Parce que je suis super bon dans le travail de faire découvrir aux gens et de vulgariser. Je serai jamais l'expert qui va sûrement réinventer l'algorithme Bitcoin un jour où il y aura un pépin dessus, ou quel que soit, enfin vous avez compris l'image que j'ai voulu vous apporter. Mais en attendant, je serai peut-être le gars qui aura fait découvrir la blockchain au bonhomme qui trouvera cette solution. Et ça, c'est une certaine fierté. La deuxième grosse fierté que j'ai, encore une fois, c'est un truc général, c'est les emplois qu'on a créés. On a créé un écosystème avec plusieurs entreprises dedans, des gars qui finissent par quitter l'entreprise dans laquelle ils sont arrivés pour créer leur propre projet et donc eux-mêmes ils créent de l'emploi. Je me rends compte que c'est quelque chose de très très dur, mais c'est vraiment une boule de neige, c'est un cercle vertueux. J'ai l'impression d'avoir créé un cercle vertueux dans lequel, en fait, maintenant, le cercle n'a même plus vraiment besoin de moi. Et même si je me retire, alors que ce soit de YouTube, d'un domaine ou d'un autre, ce cercle va continuer à bien se développer et je pense avoir apporté des bonnes valeurs au début. Même si à chaque fois, on peut le remettre en doute, même si j'ai fait des erreurs, il y a des trucs où je suis plus fier, des trucs où je suis moins fier. Mais ça, je pense que ça fait partie du travail et de la vie en général. Mais globalement, ouais, ce seraient mes deux grosses fiertés. Les emplois et l'écosystème entrepreneurial qu'on a créé
Et d'une autre part, le fait qu'on a lâché des centaines, voire des milliers de personnes qui sont aujourd'hui bien plus balèzes que moi, peut-être vous, en regardant cette vidéo, qui sont tombés sur une de mes vidéos au départ, et c'est peut-être moi qui ai réussi à vous intéresser. Ça, c'est l'une de mes fiertés, ouais. Est-ce que tu roules en gros cylindrée? Je me suis acheté, alors grosse cylindrée, je sais pas vraiment ce qu'on appelle une grosse cylindrée. Je me suis acheté une voiture où j'allais pas culpabiliser de lui mettre des bornes et des bornes. Mais je me suis acheté une voiture il y a 1 an et je garde la même parce que globalement, 1 euro qu'on met dans une voiture aujourd'hui, surtout avec l'ambition que j'ai, eh bien 1 euro qu'on perd aujourd'hui, c'est peut-être 2 euros le mois prochain, c'est peut-être 5 euros à la fin de l'année et c'est peut-être 100 euros l'année prochaine. Donc j'essaye de pas trop dépenser et d'investir beaucoup. Merci pour ton travail. Pourrais-tu reprendre la série Les Pépites où tu présentais des nouveaux projets que tu aimais bien et des actualités, mais de façon beaucoup plus concise que les approfondissements des projets sponsors que tu as? Pourquoi pas? Alors encore une fois, il y a 2 petites choses là-dedans. Maintenant, dès que je fais une vidéo, j'ai un budget avocat, donc enfin ne serait-ce qu'avocat, montage et disclaimer. Est-ce que je dis une bêtise grave où je pourrais me faire reprendre comme si c'était un conseil en investissement ou pas? Au minimum, au bas mot, quand je mets une vidéo, j'ai 2 ou 3 000 euros de frais. Donc c'est vrai que je dois vous avouer que présenter 3-4 projets que j'ai bien aimés comme ça, je pourrais jamais faire des petits vlogs et plein de petites vidéos de 3 minutes, ça me coûterait trop cher. Par contre oui, même si ça me coûte un petit peu, je peux me permettre maintenant de présenter quelques petits projets comme ça ou quelques petites pépites ou des outils que j'ai trouvés. Je l'avais fait pour CoinMarketCal à l'époque, je l'avais fait pour Bitsler, un site de gambling mais que j'aimais bien frère. Enfin, j'en avais fait pas mal de petites comme ça et ça m'avait plu. Alors oui, pourquoi pas, si ça plaît à la communauté, pourquoi pas reprendre de temps en temps des petites vidéos où en 5 ou 10 minutes, je vous présente un petit outil que j'aime. Après, ce sera souvent pas du sponsorisé et comme vous le savez, dès que je présente un projet, qu'il soit sponsor ou pas d'ailleurs, si le projet se porte mal dans la suite, j'en paye les pots cassés. Donc c'est on va dire, je dois peser le pour et le contre dans la balance, mais en tout cas, je suis intéressé par le faire, oui. Une autre question, est-ce que tu regrettes le fait d'avoir arrêté tes études? Pas du tout. Je ne regrette absolument pas le fait d'avoir arrêté mes études. Par contre, je dois être franc en disant quelque chose. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé et le succès que j'ai eu, je suis bien content d'avoir arrêté mes études et si c'était à refaire 100 fois, je le referais. Par contre, je me rappelle d'une décision, enfin de la discussion que j'ai eue avec mon père, quand mon père m'a dit c'est une mauvaise idée, tu n'arrêtes pas, et que je lui ai tenu tête en lui disant c'est pas une mauvaise idée, c'est la meilleure chose à faire et je prends cette décision, avec ou sans ton approbation en fait, même si mes parents m'ont accompagné et m'ont suivi à ce moment-là, eh bien au moment où j'ai pris cette décision-là, avec ce que j'avais en tête, avec ce que j'avais acquis et avec en gros la certitude que j'avais, c'était une bêtise. Et effectivement, la blockchain a explosé par la suite, ça s'est développé. Aujourd'hui, on sait que c'est pas un effet de mode. Je suis très fier d'avoir créé tout ça et ça s'est bien passé. Mais au moment, avec la certitude que j'avais quand j'ai regardé mon père en lui disant c'est la meilleure des décisions, en réalité, avec ce que je savais, c'était une bêtise. Je faisais une bêtise comme n'importe qui voudrait arrêter les études pour, je sais pas moi, faire de la musique ou n'importe quoi d'autre. Oui, il y a une chance que cette personne y arrive. Mais au moment où j'ai pris la décision, la chance était vraiment trop faible. Donc j'avais, franchement, on relance les dés une centaine de fois. Il y a très peu de situations dans lesquelles ça finit aussi bien. Donc non, je le regrette pas, mais vraiment, toutes ces personnes qui ont essayé de me faire peur et qui m'ont surtout permis de reculer en prenant bien une overview en mode maîtrise bien tout ton environnement avant d'y aller. Je remercie quand même ces personnes car c'est eux qui m'ont fait sauter le pas au moment où j'étais vraiment certain que j'allais pas me brûler les ailes en quelque sorte. Mais non, je le regrette pas. En tout cas, pas avec le constat d'aujourd'hui. Vraiment pas. Également, comment c'était d'introduire ton monde dans la Redbox? Personne ne t'a pris un peu pour le gars qui fait des bails sombres avec la bourse ou des trucs informatiques. Amixem, pourquoi tu nous l'as ramené? Ou quelque chose du genre. Est-ce que tu penses que ce genre d'intervention au grand public peut faire vraiment avancer la démocratisation? Alors déjà, oui. Je suis certain que ça fait avancer la démocratisation car ces gens ont plus de portée que moi. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez les Amixem, Clap, bonjour, les YoViral, Yo, ça va ou quoi? les Romain Laneri. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, la chaîne Tech News et Test. Ces gens qui avaient une portée supérieure à la mienne et qui m'ont tendu la main quand j'étais personne en fait. Et ce qui m'a vraiment plu avec ces gens, c'est qu'à chaque fois que je leur ai dit oui mais moi je peux pas t'apporter autant de visibilité que ce que toi tu m'as apporté, ils m'ont répondu je m'en fous. C'est pas ta visibilité que je viens chercher, c'est la pertinence que tu as sur le sujet. Et ça, je le vois pas souvent. Il y a vraiment beaucoup de youtubeurs que j'ai contactés en off et qui m'ont dit non, t'es trop petit, va te faire foutre. Et je le comprends. Franchement, je le comprends. J'imagine tout plein de youtubeurs à 1000 abonnés qui viennent me voir en mode ouais, on fait une vidéo tous les deux sur ta chaîne. C'est malsain, c'est pas cool, mais j'ai pas envie de tourner avec eux. Alors qu'il y a quelques youtubeurs de 2, 3, 4 000 abonnés, eh bien,
leur audience m'intéresse pas forcément parce qu'ils sont trop petits, mais les mecs sont pertinents et je suis content quand je fais des interviews ou des projets avec eux. Donc je pense qu'à la même hauteur, c'est comme ça que j'ai pu bosser avec ces gens-là et ça m'a fait plaisir. À la Redbox, non, au contraire, j'ai eu pas mal d'intérêt. J'ai beaucoup parlé également à Jordan. Ça s'est assez bien passé. J'ai pas parlé à tout le monde dans la Redbox, hein. Vous savez, j'ai été faire une journée là-bas. C'était intéressant. Maxime m'a fait faire le tour. Il a vraiment pris une journée pour passer avec moi, hein. C'était pas juste tu te mets devant la caméra et tu te casses. Tout comme Romain Laneri et les autres, hein. Quand je prends le temps de faire une vidéo avec eux, les mecs sont vraiment ouverts. C'est sympa. Mais en tout cas, j'ai pas parlé à grand monde à part Maxime et Jordan. Mais globalement, non. Plus des questions intéressées sur le domaine que des qu'est-ce que tu fous, ces débats sombres. Au contraire, en plus, c'est plus ma génération, donc très intéressé sur cette technologie, etc., etc. Est-ce que tu vas renouveler l'expérience? Passer sur une chaîne YouTube à 5 millions d'abonnés quand vous voulez, hein, qui que vous soyez. Bon, si vous faites des vidéos sur les jouets pour enfants, ça va être un petit peu dur. Mais globalement, oui, moi, ça m'intéresserait. Après, je veux que ce soit pertinent. Ce qui m'a vraiment plu dans le bail avec Amixem, c'est qu'à la fin, Amixem m'a dit, écoute, la vidéo était qualitative. J'ai pas l'impression qu'on ait dit de bêtises. Elle a plu à beaucoup de monde. C'était sympa. À partir du moment où j'arrive à laisser cette impression aux YouTubeurs avec qui j'ai bossé, franchement, ouais. Mais je dois être à chaque fois certain que je suis capable de faire un contenu de qualité avec lui et de laisser une bonne image à sa communauté, quoi, tout simplement. Quelles sont tes autres passions? Je dois vous avouer, les gars, que j'allais dire mon travail, c'est pas vraiment mon travail, c'est plus comme ça que je m'amuse, mais il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de ça. J'adore vraiment la finance, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que si demain, vous m'expliquez comment une personne a réussi à devenir millionnaire et à monter un empire, créer des entreprises, tout ça en vendant du plastique, je vais m'intéresser. Pas parce que j'aime le plastique, mais c'est l'écosystème, l'optimisation, la création en gros de structures et de process qui va vraiment me plaire. Donc c'est vraiment beaucoup de choses autour de ça. J'aime bien la musique. Je suis pas très bon, mais je chante un peu, je pianote, je joue un peu de la guitare, mais je suis vraiment un débutant. J'adore les séries. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai poncé Netflix. J'ai un peu moins le temps maintenant, mais j'adore ça. Et je lis de plus en plus, alors que je pensais vraiment que je ne prendrais jamais de plaisir dans cette activité. Mais j'ai vraiment l'impression, j'ai besoin d'avoir de plus en plus de connaissances. J'ai faim. J'ai l'impression que je suis en retard quand j'apprends pas. Et plus j'apprends, plus je rencontre des gens qui, eux, ont appris. Et je me rends compte que grâce à ce que j'ai développé, je peux rencontrer des gens encore plus intéressants. C'est vraiment ça qui m'intéresse et qui me fait me lever le matin, en fait. Donc, ça, c'est mes autres passions, on va dire. Mais globalement, le repos, j'aime beaucoup dormir. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir et qui dort de moins en moins fatalement. C'est dommage. Mais non, vraiment, en parlant de passion, j'aime un peu la musique. Autant l'écouter que la jouer. Et après, il y a quelques petites babioles, des petites choses de la vie. Mais c'est vrai que tout s'articule principalement autour de mes activités professionnelles. À côté de ça, mon plaisir, c'est YouTube. Non pas la caméra, hein, vous savez, j'ai un peu de mal, le son, l'image et tout, je suis pas quelqu'un qui est bon là-dedans. Heureusement, j'ai des collègues qui sont vraiment balèzes, qui me filent un coup de main, et j'ai des monteurs qui travaillent à mes côtés également. Mais globalement, mes passions, ça va être quand même tout dans le travail et dans le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que dès que j'ai le temps, j'aime bien étudier la planète, comment ça avance, comment fonctionne l'économie. Je suis vraiment très curieux et ça va être la recherche de connaissances qui va me faire avancer le plus, je pense. Où est-ce que je me vois dans 5 ans sous le travail? Beaucoup trop de travail. Mais j'espère dans un écosystème qui va encore plus vite. Un écosystème où on nous dit « Vous aviez vu ça avant les autres, bravo ». Et s'il y avait mon frangin à mes côtés, on espère avoir un empire. On voudrait vraiment créer beaucoup plus d'emplois, développer plus d'entreprises et essayer de s'étendre encore plus à l'international. J'aimerais vraiment beaucoup faire le tour du monde et voyager encore plus, même si depuis que je travaille, je voyage 10 fois plus qu'avant. J'aimerais vraiment tout voir, tout faire, tout vivre. Donc dans 5 ans, la même chose, en beaucoup plus rythmé et avec un peu de chance, avec beaucoup plus d'abonnés. Es-tu millionnaire ? Ça intéresse, hein, depuis qu'il y a un journal qui a fait une première page millionnaire en crypto. Alors, quand les gens entendent millionnaire, ils s'attendent à avoir des millions d'euros de côté sur son compte. C'est pas vrai, d'accord? J'ai absolument pas, même pas 1 million d'euros sur mes comptes, d'accord? Je suis assez loin du million. Par contre, ça dépend comment vous entendez millionnaire en fait. Si on regarde les parts que j'ai dans les entreprises et la valeur de ces entreprises, oui, en valorisation, je suis à plusieurs millions, évidemment. Après, la valorisation d'une entreprise, ça veut tout et rien dire. Tant que vous n'avez pas vendu votre entreprise, vous n'avez pas récupéré les millions. Le potentiel d'une boîte, ça se valorise également. Après, j'ai aucune envie de vendre mes sociétés. Est-ce qu'on m'a proposé plusieurs millions d'euros pour racheter une de mes boîtes? Oui, j'ai pas accepté jusqu'à présent, donc je l'ai pas fait. Et donc, je suis pas millionnaire. Après, si on regarde aujourd'hui la valorisation de nos différentes structures et les trésoreries qu'on a dans ces boîtes, etc.,
Oui, largement. Mais personnellement, moi, je me suis acheté en nom propre un appartement, j'ai une bagnole, j'ai un peu d'argent, du moins suffisamment pour ne plus me demander et plus me poser la question est-ce que j'ai les moyens quand je fais l'essence. Mais en attendant, je suis pas millionnaire, j'ai pas de la liquidité comme ça. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Et si vous avez, faut vraiment vous dire que les gens qui ont beaucoup d'argent en nom propre, pour moi, c'est pas un bon comportement d'investisseur, car dès que vous avez trop d'argent personnellement, vous vous faites taxer. Il faut laisser l'argent dans vos sociétés, réinvestir un maximum et payer un minimum d'impôts sur les sociétés. Et le seul moyen, c'est de réinvestir et de développer d'autres projets, d'autres business, etc., etc. Donc voilà, oui et non, à vous de répondre, à vous de voir comme vous le voulez. En tout cas, je manque de rien, je suis très content et ça me permet d'avoir la tête sur comment se développer sans avoir à me demander comment je vais finir le mois, évidemment. Ça te fait quoi de savoir que tu es le premier influenceur crypto francophone en matière de popularité? Une certaine pression dans le sens où dès que je fais une erreur, gros effet boule de neige et ça fait beaucoup de bruit. Dès que je fais quelque chose de bien, la même chose. Ça me fait un petit peu peur. Franchement, j'ai pas voulu être le plus gros crypto-influenceur. Il y en a beaucoup qui... il y a plein de moments où je me suis dit ça aurait été bien qu'il y en ait un autre ou qu'il y ait des points de comparaison parce que c'est important. Là, pour le coup, ça m'a fait un petit peu peur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup voulu, j'en ai parlé à ma communauté, que vous voyez bien l'entrepreneur que je suis avec les projets que j'ai et le youtubeur qui fait des vidéos comme deux personnes différentes parce que sinon c'est un boulot qui est assez dur. Mais ça me fait pas grand chose, j'espère. Ça me fait plaisir dans le sens où ça veut dire que j'ai de l'intérêt et ça veut dire que ce que je dis c'est écouter et ça intéresse les gens, bien sûr. Après ça me fait un petit peu peur parce que c'est une responsabilité. Vous savez, c'est un monde de finance, c'est le monde de l'argent. Je suis encore jeune, normalement, pour être dans cette position. Et puis bon, ça fait 3-4 ans maintenant que je suis à fond et que je sprint dans ce monde-là, donc je commence à connaître les règles. Mais quand j'ai commencé, ça m'est arrivé assez vite. À 18-19 ans, j'ai pris des coups durs. Et ça m'a fait grandir aussi. Donc ça me fait pas grand-chose, même si ça me fait plaisir et que je remercierai jamais assez ma communauté qui m'a permis de faire tout ça, quoi. Quels sont les résultats de tes startups? Tout se passe bien, globalement. On a des projets qui vont un peu moins bien que d'autres, mais globalement, on n'a aucun projet qui a fait faillite. Ça peut vous paraître normal en mode, évidemment que tu n'as pas de projet qui a fait faillite, mais en réalité, on a monté 7 structures. Je peux vous dire qu'en avoir aucune qui est tombée depuis la création, franchement, ça fait plaisir. Et la plupart sont à l'autofinancement, donc franchement, pour l'instant, ça se passe bien. On ne va pas insulter l'avenir, on va voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, très content de ce qui se passe. Peux-tu vivre convenablement avec ton salaire? Comme je vous ai dit, mon salaire, je me verse vraiment le strict minimum. Je me paye assez bien, mais j'essaye de minimiser parce que quand on se verse un salaire, on paye les charges sociales avec. Bref, et quand on paye les charges sociales en tant qu'entrepreneur, on voit l'argent qui est versé à l'entrepreneur, on voit les charges qu'on verse au gouvernement pour se payer un salaire, et quand on a le salaire, on paye de l'impôt sur le revenu. Enfin, on a vraiment l'impression de se faire voler de partout. Donc, pas trop au niveau salaire, mais en tout cas, oui, non, je manque de rien, je vais très bien. Comment vas-tu ? Et quels sont tes projets d'avenir? Franchement, je vais très bien, je m'épanouis vraiment. Je me suis jamais autant amusé, même si j'ai vraiment l'impression d'avoir un gros rythme, mais je me suis jamais autant épanoui, donc ça, je pense que c'est le plus important. Et quels sont tes projets perso à l'avenir? On avait un gros projet perso, mais encore une fois, c'était un projet perso pro. On a acheté une grosse baraque. Là, ça y est, on a signé le truc. C'est un bâtiment qui nous a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros et qui est très large, dans lequel on va pouvoir mettre toutes nos sociétés. Mais ça, je vous ferai une vidéo dessus, donc vous le verrez de toute façon. Question business, il y en a un peu moins. En tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, penses-tu, court, moyen terme ou long terme, t'exporter vers d'autres pays pour payer moins d'impôts et ne pas te faire matraquer comme tout le monde en France? Je ne vais pas non plus contredire ça. J'ai qu'une seule société en Europe. Tout le reste, j'ai tout mis en France, que ce soit Just Mining, toutes les sociétés où j'ai des employés en fait et où j'ai des partenaires. Généralement, on fait tout depuis la France. Ça fait une quarantaine de personnes qui bossent en France quand même. J'ai une seule boîte où des fois je fais un petit peu de conseil et qui est en Europe, mais c'est tout proche. Globalement, il y a et en plus la seule boîte que j'ai pas en France, je l'ai pas mis à l'international pour ça en fait. Je l'ai vraiment mis à l'international. Enfin, à l'international, qu'est-ce que je dis? Je l'ai vraiment mis en Europe parce que c'était un pays qui était vraiment, on va dire, le cœur de la crypto-monnaie et que ça plaisait aux projets chinois, aux projets américains que je signais d'avoir un pays européen bien reconnu pour, on va dire, son image crypto. C'était même pas pour les charges. Les charges, ça me fait très mal. Ça me fera mal un jour. Je pense qu'un jour où je vends une société à plusieurs millions d'euros, et j'espère que ça m'arrivera évidemment, on va, comme je vous l'ai dit, pas insulter l'avenir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ce jour-là, je pense que je regretterai vraiment la France. Après, la France m'a filé des gros coups de main. J'ai eu beaucoup d'aide, on a eu des subventions, on s'est fait aider. Mais c'est vrai que globalement, quand on compare qu'est-ce qu'on a comme aide, qu'est-ce qu'ils nous prennent,
Globalement, dès que je donne 1 euro au gouvernement, il va me rendre 10 centimes. C'est vrai qu'on se fait matraquer. Et encore, moi, je le vois différemment en tant que chef d'entreprise, ou en tant qu'entrepreneur, parce que, par exemple, je veux donner 1 euro à l'un de mes gars, je dois payer 78 centimes de charges sociales et patronales. Ce gars-là, sur l'euro qu'il reçoit, en plus de ça, il va payer de l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. Et sur ce qui lui reste, eh bien, tout ce qu'il va dépenser, il va payer de la TVA, 20% sur tout ce qu'il dépense. En réalité, je sais que c'est des charges, des taxes, c'est à différentes échelles et c'est important pour tenir la démocratie debout, tout ça. Mais quand je compare la France à d'autres pays, je me rends compte qu'on se fait vraiment très très mal ici. Et pas pour l'instant. Je pense qu'on peut avancer en France et j'ai pour envie de développer la France. Et si je peux le faire ici, je le ferai. Après, il y a certaines barrières. Si un jour on n'a pas le choix, je le ferai. Ça, c'est certain. En tout cas, pour l'instant, c'est supportable. Et même si ça fait mal, je pense que le meilleur moyen, c'est d'essayer de faire changer les choses et pas de se sauver dès qu'il y a un pépin. Après, si j'ai pas le choix ou si vraiment ça devient une vraie trop grosse contrainte, ouais, je le ferai. Par contre, pour répondre à la question, est-ce que je suis attaché, à la France, je dirais plus oui parce que c'est ma provenance que oui parce que c'est la France en fait. Je me sens pas français, européen ou ni même américain ou autre chose. Je me sens vraiment humain avant tout. Pour moi, plus j'avance, plus je comprends qu'en réalité, sexe, couleur de peau, religion, c'est vraiment des choses qui, ça ne change absolument rien à ce qu'on peut faire sur cette planète et au travail qu'on peut fournir et on va dire à nos valeurs et ce qu'on peut apporter à tout ça autour de nous. Donc ma provenance, si ce n'est pour on va dire rendre hommage et baisser le chapeau à ceux qui m'ont aidé, et c'est vrai que forcément il y a beaucoup de Français qui m'ont aidé parce que c'est ici que j'ai pris mes racines et mes sources, mais si un jour j'ai pas le choix et que je dois bouger, ça me dérangerait pas du tout partir autre part, que ce soit pour mes entreprises, que ce soit pour voyager, que ce soit définitivement ou quelque temps. C'est pas un truc qui me répugne, pas du tout. Penses-tu vendre des ASIC avec Just Mining? On en vend déjà, c'est sur le site internet, c'est déjà fait. Au sein de combien d'entreprises es-tu actif? Actif vraiment, je dirais 5. 4 projets crypto où je suis actif. Une société immobilière dans le sens où dès qu'on a des bénéfices dans certaines structures, on utilise aussi un levier bancaire pour réinvestir, on va dire, sur un domaine totalement différent. L'immobilier, c'est bien opposé à la crypto-monnaie, surtout au niveau volatilité. Ouais, je suis vraiment actif, on va dire, dans 5 structures. Après, je fais partie de 7 et je suis rentré au capital de 3 autres. Mais parfois, c'est des petites participations. Je vois par exemple Kraken, j'ai pu investir dans leur dernière levée, mais il y a marqué que je suis investisseur Kraken, j'ai mis quelques milliers d'euros. Pareil pour SpaceX. SpaceX, c'est l'un de mes partenaires qui sait que j'adore cette entreprise. Il m'a permis d'acheter quelques actions. Mais en réalité, quand on veut rentrer au capital de SpaceX, il faut mettre des dizaines de millions d'euros. J'avais pas ces moyens-là. Donc je suis rentré sur son slot à lui, si vous voulez. Donc en réalité, au capital 2, oui, je suis dans plein de projets. Mais réellement actif et travaillé, je suis très très actif dans 2-3 projets. Un peu plus largement, il y en a 5. Et puis après, si on étale tout l'écosystème, il y a forcément beaucoup plus de projets dans lesquels je suis actif. Mais on va dire là où je passe du temps, ça se limite à 2-3 projets. Et ma chaîne YouTube, évidemment. Un investissement crypto à conseiller. Comme vous le savez, je présente des investissements que je fais, je présente des cryptos avec une vraie valeur fondamentale, des vrais projets que j'aime beaucoup, mais je ne conseille jamais rien. À la limite, au niveau sécurité, ça m'arrive de faire des conseils et de conseiller des produits de sécu, mais je vous dirai jamais, achetez celle-là, c'est certain, ça va monter. Moi, je vous présente des projets, c'est à vous de prendre vos décisions. Tout comme quand vous pouvez perdre ou gagner de l'argent, c'est ni à cause de moi, ni et grâce à moi quand ça se passe bien. En ce qui concerne Just Mining, êtes-vous vraiment bien sécurisé? Alors ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est un peu une question piège pour moi, je vais faire l'avocat du diable, mais je suis bien content de la laisser là. Il faut savoir que les sociétés dans le monde de la crypto-monnaie n'ont pas d'assurance, à part certaines grosses structures, mais c'est vrai que c'est une vraie question qui se pose, que ce soit un exchange belge, une société de minage comme Just Mining en France ou ailleurs, il n'y a pas d'assurance qui accepte de couvrir ça. Donc c'est le niveau de sécurité qui représente à quel point les tokens sont inviolables ou sont en sécurité. On commence aujourd'hui à avoir des très très grosses bases. À un moment, je pensais que j'étais bien sécurisé. On a fait venir des audits et des experts de sécurité et ces gens-là nous ont dit que c'était pas le cas et nous ont encore scale up. C'était il y a à peu près 2 ans. Il y a 1 an, j'ai encore renforcé mes équipes de sécu et même au niveau homme. Et il y a encore une personne qui nous a rejoint en disant on peut faire encore beaucoup mieux. Et là, il y a un gros truc, on a réussi à mettre certains tokens qu'on n'arrivait pas à mettre sur du cold wallet. Donc on va dire qu'un bon 80-90% des cryptos de la structure sont tout sur du cold storage. Donc oui, Just Mining commence à devenir
une vraie bête, ça commence à devenir du béton armé. Même nos infrastructures réseau, qui elles, on va dire, ça contient des informations qui sont précieuses, mais pas de l'argent, donc pas de la crypto directement. Donc c'est pas aussi important que, on va dire, la crypto-monnaie client. Mais en tout cas, même ça, c'est en train de passer tier 4, qui est un niveau de sécurité bancaire, alors qu'on gère énormément moins d'argent qu'une banque, vous vous en doutez bien. Donc oui, je pense que pour moi, la sécurité, c'est toujours un ratio. Quel est le niveau de sécurité et pour quel montant d'argent? Si tu as un excellent niveau, c'est génial pour 1 ou 2 millions d'euros. Si tu gères 100 millions, ton excellent niveau, c'est peut-être ridicule, etc., etc. Proportionnellement à ce que Just Mining conserve, oui, on a un niveau de sécurité qui est extraordinaire. Et c'est comme ça que je regarde le ratio. Après, cette question-là, vous la posez à 10 personnes, vous avez 10 réponses différentes en fait, si vous voulez. En tout cas, on a un niveau de sécurité en constante amélioration. On a la boule au ventre toutes les nuits parce qu'on a toujours peur et c'est ce qui nous fait carburer. Et on est toujours en recherche de plus de sécurité. Et on bosse avec quelques entreprises dont le job est de nous attaquer en permanence pour voir s'il y a des failles et de nous aider à les combler quand on en trouve. Donc oui. Est-ce qu'on est bien sécurisé? Oui. De plus en plus chaque jour. Mais en réalité, et c'est une vérité que chaque entrepreneur qui est dans la crypto-monnaie doit se dire, jamais assez. On n'est jamais assez sécurisé, c'est pour ça qu'on doit continuer ce sprint. En attendant, c'est évidemment le point clé, puisque c'est le seul point of failure de notre business, comme tous les exchanges de crypto-monnaie. Hein. Binance ou pas Binance, vous leur faites, s'ils se font voler 1 milliard d'euros cette nuit, faut se relever demain, quoi. Et ça, pour le coup, on est dans un nouveau monde, nouvelle technologie. C'est quelque chose de pas évident, quoi, parce que les méthodes de sécurité qu'on trouve parfois, c'est des méthodes qui n'ont pas été explorées avant ou que trop peu de gens connaissent. Donc ouais, ça prend du temps, mais oui, on l'est. Prochaine question. Salut Asher, je vais faire court. Tout d'abord, merci pour ton travail, toujours au top. J'aimerais savoir si tu prenais des stagiaires dans une entreprise en lien avec la crypto. En ce moment, on en cherche 2. Il y a Just Mining qui cherche un stagiaire marketing. Faut contacter Thibaut. Si vous allez sur le site de Just Mining, vous êtes dans contact. Il n'y a pas encore l'offre, mais il y aura une offre bientôt. Et j'en ai pas encore besoin maintenant. Mais moi, je vais chercher une personne, c'est pas vraiment un stagiaire, c'est plus un second en ce qui va être développement, marketing, gestion de contrats, gestion des entreprises. Je fais pas que de la vidéo avec ma société qui fait du sponsoring sur YouTube. Je fais aussi beaucoup de formations en interne, des formations très privées quand les gens viennent me chercher sur un domaine en particulier. Et bref, il y a du boulot et un jour ou l'autre, je vais chercher une personne qui peut me seconder sur ces tâches-là, oui. On passe aux questions crypto et les dernières questions d'ailleurs. Bonjour Asher, déjà merci pour tes vidéos. Concernant la crypto-monnaie, tu investis sur du long terme ou tu investis sur du très court terme, analyse technique, day trade? Beaucoup plus sur du long terme. Je m'intéresse un petit peu au trading, évidemment. Trading court terme, analyse technique. Mais je suis pas un gars qui regarde tout le temps les courbes et qui regarde le support, la résistance, le ci, le là. Un petit peu oui pour être guidé, mais j'utilise pas trop d'indicateurs. Comme j'ai pas cette compétence-là, tout simplement, je me considère pas comme expert en tout cas. Par contre, je connais bien les marchés, je connais bien les projets, je connais de plus en plus le monde de la startup, donc j'arrive à faire des liens entre le monde de la startup traditionnelle et la startup crypto, et j'arrive à voir un projet qui, si c'était pas sur la crypto, il serait déjà mort, ou au contraire, un projet en mode, mais crypto ou pas crypto, le truc tient à la route. Donc il a une vraie valeur fondamentale et un vrai potentiel. Et c'est toujours comme ça que j'ai réussi à faire des bons plans. Quand j'ai présenté Chili, c'est parce que j'ai vu une vraie différence entre la valeur de la crypto et la valeur du projet. Et je me rends compte que la plupart des gros coups que je fais, c'est pas parce que je suis un bon trader en mode je regarde les courbes, mais c'est parce que j'arrive à bien voir les projets qui ont du potentiel et qui vont tenir la route. Et d'ailleurs, je pense pouvoir dire que si vous faites une moyenne de tous les projets que j'ai présentés, entre le moment où je l'ai présenté et le prix où il est aujourd'hui, ou encore où il a été à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte que la plupart des projets, je crois que 90% des projets que j'ai présentés, ont été plus hauts qu'au moment de ma présentation à un moment ou à un autre. Après, il y en a forcément 2-3 qui se sont cassés la gueule, il y en a un qui a perdu son CEO, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus bas encore aujourd'hui. Mais globalement, sur une moyenne, quand je fais des bons coups, c'est pas de l'analyse technique de trading au jour le jour, c'est plutôt de l'analyse fondamentale et donc du trading en bon père de famille, dans le sens où c'est plus de l'investissement que du trading, ce que je fais, voilà. Je pense que le terme est bon. Dans un futur où les cryptos ont explosé à la hausse et où l'on s'approche d'un dip haussier, vas-tu développer aussi les autres stratégies d'investissement, notamment l'or, l'immobilier, la crypto? Évidemment, je le fais déjà personnellement, mais je vais pas vous mentir, j'ai très peur de prendre la parole, notamment par exemple sur l'immobilier. Moi je le fais parce que je back la plupart de mes investissements par ça.
J'ai très peur d'en parler parce que je suis pas expert en IMO. Je commence à toucher ma bille parce que j'ai quelques expériences et j'ai quelques erreurs. D'ailleurs, je voulais vous demander si ça vous intéresse. Je commence à bosser en parallèle avec un mec qui s'appelle Yann Darwin. Je vous mets sa chaîne YouTube en description. On va sûrement faire un feed tous les deux. Lui pour parler un peu plus d'immobilier sur ma chaîne et moi pour parler un peu plus de crypto sur la sienne. Et il a beaucoup de gens qui bossent avec lui, qui sont intéressés par des formations crypto et je vais peut-être en faire de son côté. Est-ce que ça peut vous intéresser que je fasse des vidéos un petit peu sur l'IMO avec lui? Notamment lui, pour le coup, il est vraiment calé dans le domaine. Et sachez-le, moi, comme je vous l'ai dit, ma société de consulting ne fait pas que des vidéos. Ça m'arrive aussi de faire de la format et c'est par exemple, vous risquez de me retrouver, si vous faites partie aussi de sa communauté, de l'autre côté, quoi, en quelque sorte. Donc oui, est-ce que ça vous intéresse que je me back? Mais en attendant, le jour où je commencerai à parler d'autres domaines, je le ferai par des featuring dans un premier temps. Et quand j'aurai vraiment une assez grosse expérience, il me manque encore peut-être 6, 12, 18 mois de recul pour pouvoir commencer, on va dire, à faire du contenu pertinent. Voilà. Mais oui, je le ferai. Tu nous as parlé récemment de l'utilisation des cryptos dans le domaine du gaming. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui et non, il n'y en a pas assez. Regardez un petit peu Ubisoft, ce qu'ils font. J'ai pas mal avancé avec eux, même si on n'a pas pu aller au bout comme on voulait. Mais eux, ils avancent beaucoup dans le domaine du gaming sur la crypto. J'ai pas le droit de le dire parce que je suis sous NDA, mais il y a deux géants du monde du jeu vidéo qui sont en train de travailler ensemble. J'ai pas de nouvelles depuis 4 mois, donc je sais pas du tout où ça en est. Mais je sais que quand ils lanceront le truc, je vais pouvoir faire partie de ceux qui le savent dès le début. Mais en tout cas, oui, je sais que je peux tout simplement vous dire que ça avance énormément, mais pour l'instant, ça reste sous la table parce que la régulation est vraiment nécessaire à certains écosystèmes qui peuvent pas encore avancer sans ça. Et donc, ils développent ça en interne. En attendant, tout ce que je peux dire, c'est que ça va arriver et oui, ce sera très intéressant à suivre dans le moyen terme, je pense. Basique mais efficace, quand est-ce qu'on va aller toucher la Lune? Parce que dans le fond, c'est ce qu'on attend tous, sans exception. Je suis pas d'accord, il y en a quelques-uns qui veulent pas que ça arrive trop vite, et je commence à comprendre pourquoi. Parce que si ça va trop vite, ça s'effondre. Vous savez, c'est comme le Bitcoin. Pourquoi quand il monte à 20 000, il s'effondre à 3 000? Pas parce qu'il est 3 fois ou 6 fois plus nul du jour au lendemain. Simplement parce que quand ça monte trop vite, ça redescend trop vite. C'est humain. Les gens veulent prendre des bénéfices. Donc je pense que ça doit prendre du temps, c'est bien. Je peux pas dire quand est-ce que ça va toucher. Par contre, je pense pouvoir me permettre de dire quelque chose. Il y aura une dernière hausse décorrélée de tout ce qui se fait. Une dernière hausse irrationnelle. En gros, il y aura toujours des hausses dans la crypto, il y en aura d'autres, mais je pense qu'il y aura un dernier pump irrationnel, en mode ça monte n'importe comment et beaucoup trop vite, parce qu'il y a beaucoup trop d'investissements pour la technologie à l'heure actuelle. Après, je peux pas dire quand, mais je pense quand même que ça doit pas tarder, dans le sens où on a un halving day dans environ 300 jours qui va rythmer le truc, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais je pense que ce sera pas dans 3 ans qu'il y aura la prochaine explosion des cryptos. Je pense que ça doit arriver assez vite à l'échelle humaine, donc peut-être 1 ou 2 ans, c'est là qu'on verra le dernier gros pump. En attendant, ça me surprendrait pas que ça arrive dans 200 jours, comme ça pourrait arriver dans 1 an et demi, quoi. En tout cas, ce sera proche de ce halving, j'en suis certain, un peu avant ou après. Et ensuite, est-ce que ça peut redescendre plus bas? Je pense que le Bitcoin peut aller toucher peut-être maximum, même si tout va mal, les 5 ou les 6 000 $, mais je le vois difficilement tomber plus bas. En attendant, s'il tombe plus bas, ce sera sûrement à cause d'un pépin technique. Si le Bitcoin est aussi solide et continue sur sa voie, je vois pas du tout comment il peut s'effondrer et retrouver 1, 2 ou 3 000 $. Après, qui sait, pour le coup, je vous l'ai déjà dit, je suis pas trader. J'ai les bonnes valeurs du marché, je suis un bon investisseur, je pense, mais en attendant, le trading et la spéculation, c'est mathématique. Et pour le coup, s'il y a un effondrement massif et que tout le monde prend peur, c'est l'humain qui va gérer le marché, donc on peut pas anticiper ça. D'ici combien de temps penses-tu que la blockchain deviendra quelque chose de présent dans la vie quotidienne? Ça le devient déjà. Après, ça dépend qu'est-ce que tu entends par présent dans la vie quotidienne. Je pense d'ici 5 à 10 ans, pour une adoption massive et pour qu'on arrive au stade évident de cette technologie. Après, c'est déjà en cours et ça avance jour après jour. Qu'en est-il de la crypto-monnaie Facebook? Ça avance pas trop, on n'entend plus trop de choses. Mais en tout cas, moi, si je peux donner mon veto là-dessus, je peux vous dire qu'elle va voir le jour, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard. Mais en tout cas, il n'y aura jamais d'arrêt de ce projet. En tout cas, je ne pense pas. Des échos que j'en ai, évidemment, elle va voir le jour, cette crypto. Vraiment. J'ai tout juste 15 ans et je commence à m'intéresser à la blockchain et les crypto-monnaies. J'ai peur de m'en mêler les pinceaux. Que me conseilles-tu pour apprendre et connaître tout ce qu'il y a dans ce monde? Écoute, je peux pas te répondre comme ça, mais je pense que ce serait bien, si ça vous intéresse, que je fasse une vidéo sur tous les médias que je suis et un petit peu tous les influenceurs que je suis moi aussi, pour vous dire comment je me source. Après, à vous de prendre le bon et le mauvais. Encore une fois, vous devez émettre un jugement personnel sur tout ce que je vous dis.
Mais en attendant, fais gaffe, si tu as 15 ans, n'investis pas. Je te dis pas ça parce que tu es idiot ou quoi que ce soit, mais parce que moi, à 15 ans, j'aurais sûrement fait des conneries et j'aurais perdu beaucoup d'argent en investissant, surtout dans ce monde-là. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mais tu as bien raison de te renseigner et pourquoi pas te faire un sujet complet pour te répondre, ça peut être intéressant. Quel va être le vrai tournant de la blockchain dans les années à venir? Et c'est la dernière question, je pense qu'il y a un gros tournant. Un géant qui se lance. On a Amazon qui bosse sur l'algorithme Bitcoin. On a Facebook qui veut lancer sa crypto. L'Union européenne qui commence à réfléchir. On a les États-Unis qui régulent. On a la France qui avance un peu à son pas elle aussi. On a Facebook qui veut lancer sa crypto. Il y a plein de géants, il y a plein de trucs énormes qui se préparent. Maintenant, il faut qu'il y ait un truc énorme qui se fasse. Il faut qu'il y ait un Facebook qui ramène un demi-milliard d'utilisateurs dans le monde de la crypto. Il faut qu'il y ait un Amazon qui dise « Les gars, on a trouvé une blockchain révolutionnaire, peut-être la meilleure blockchain que vous avez trouvée jusqu'à présent, une nouvelle techno. » J'en sais rien. Mais il manque encore ça et pour le coup, je suis certain que ça va arriver très vite. Mais en gros, les vrais tournants, c'est un géant qui pose les bases et qui montre à tous les géants « On l'a dit, oui, mais on l'a fait. » Et l'adoption massive, elle arrive d'un coup. Je pense que c'est ça. En tout cas, toujours plus de monde, toujours plus d'entrepreneurs et regardez le nombre d'êtres humains qui s'intéressent à la technologie. C'est une courbe croissante, que le prix monte ou descende, il y a toujours plus de monde. Et pour moi, plus ou moins rapidement, mais c'est évident, c'est certain, et pour le coup, c'est un point de non-retour qu'on a franchi. La blockchain n'est pas un effet de mode, n'est pas une tendance, c'est un outil extraordinaire qui prend tout son sens et qui va toujours dans le même sens. Merci à tous d'avoir tout regardé. Je suis désolé de ne pas avoir répondu à tout le monde. C'est impossible. Vraiment, hein. J'ai même pas pu traiter 10% des questions et il y en avait plein qui étaient vraiment intéressantes. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je voulais profiter également de cette mise en ligne pour vous dire que deux des projets qui sont à proximité de mon environnement recrutent. Le premier, c'est Descoin, un exchange de crypto-monnaie français. Je vous en ai déjà parlé, notamment dans ma vidéo de présentation de la Paris Blockchain Week Summit. C'est Julien, qui travaillait avec moi à l'époque, qui aujourd'hui est à la tête de cet exchange et il recrute un profil technique. De la même façon, et toujours en Moselle, Cruxpool, une pool de minage de crypto-monnaie, recrute également un profil technique similaire. Je vous mets dans la description de quoi retrouver les deux offres. N'hésitez pas à les contacter ou à me contacter moi pour que je puisse vous mettre en relation si jamais ça vous intéresse. Depuis toujours, la plupart des gens qui rejoignent notre environnement et nos équipes, ce sont des gens qu'on a rencontrés dans notre aventure ou de par les vidéos, la plupart des gens sont des abonnés. Tant qu'à faire, restez sur cette longueur d'onde et si on peut créer de l'emploi en allant chercher directement dans notre communauté, c'est quand même le plus intéressant. C'était Asher, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.